À 13 ans, ma belle-mère m'a abandonné pieds nus dans un blizzard, sans manteau, sans adieu, juste un avertissement, tu souffles un mot, et je m'assurerai que tu disparaisses pour de bon. Puis elle est partie dans la tempête. Mais ce qu'elle ne savait pas? Il y avait une personne mystérieuse qui suivait. Salut, je suis Kees. À 13 ans, je me tenais pieds nus dans un blizzard, les feux arrière de ma belle-mère disparaissant dans la tempête. Pas de manteau, pas d'adieu, juste sa voix, froide et tranchante. Tu souffles un mot et tu disparais. Elle m'a laissé pour morte, mais quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Ils ont tout vu. Chaque échymose, chaque silence, chaque mensonge. Ma question est, pourquoi personne d'autre ne l'a fait? Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi, d'où m'écoutez-vous en ce moment? Je lis chaque commentaire. Commençons. On m'a dit que les hivers du Michigan sont brutaux. Mais personne ne parle jamais de ce que l'on ressent quand la tempête n'est pas seulement à l'extérieur de vous, mais autour de vous, à l'intérieur de vous. J'avais 13 ans, et ce n'est pas de la neige dont je me souviens le plus. C'était ses yeux, ceux de Véronica. Ils me transperçaient comme si j'étais déjà parti. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre, sauf que ce n'était pas le cas. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas juré dans sa barbe comme elle le faisait d'habitude quand je laissais une cuillère dans l'évier. Au lieu de cela, elle a souri. Nous allons faire un petit voyage, a-t-elle dit en enfilant ses gants. Son rouge à lèvres était trop rouge pour faire les courses, et elle portait du parfum. Quelque chose de floral et d'inapproprié pour une tempête de neige. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait peut-être un rendez-vous. Peut-être que j'étais juste encore une fois dans le chemin. Mais quand elle m'a fait signe de prendre mon sac à dos, elle a dit « Laisse ton manteau. Nous ne serons pas sortis longtemps. » Stupide que j'étais. J'ai écouté. Les routes devenaient plus étroites à mesure que nous roulions. Des bois épais bordaient les deux côtés et la neige tombait en trombe. Elle n'a pas allumé la radio, n'a pas parlé, elle a juste continué à tapoter le volant avec son ongle. Tap tap tap. Au bout d'environ 20 minutes, elle a ralenti près d'un virage. Ici, c'est bien, a-t-elle murmuré. J'ai regardé par la fenêtre. Bien pourquoi? Sors. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Puis elle s'est penchée, a déverrouillé la porte et l'a poussée pour l'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé. Le froid a giflé mon visage dès que le vent m'a frappé. Elle s'est penchée près de moi. Tu souffles un mot de tout cela à qui que ce soit, et je m'assurerai que tu disparaisses pour de bon. Tu m'as comprise. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais elle m'a coupé. Dehors. Je suis sorti en chaussettes. Le froid m'a mordu instantanément. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a jeté mon sac à dos dans le banc de neige comme des ordures. Considère cela comme un test, a-t-elle dit, sa voix trop légère pour le moment. Voyons si tu es vraiment aussi forte que tu le prétends. Et puis elle est partie. Pas de feu de freinage, pas d'hésitation, juste disparu. Le bruit des pneus de la voiture crissant sous la neige est resté dans mes oreilles longtemps après qu'elle ait disparu dans le blanc. Je me tenais là, engourdi, pas seulement par le froid, mais par le choc. Je ne pleurais pas. Pas encore. Mon corps n'avait pas rattrapé mon cerveau. Le vent hurlait, tranchant mes manches comme des couteaux. J'ai regardé autour de moi. Pas de cabane, pas de panneaux de signalisation, juste des kilomètres d'arbres et de neige. Puis je l'ai repéré. À moitié enfoui sous la glace, accroché à une branche basse. Mon écharpe, brun châtain, tricotée à la main. Mon père me l'avait faite avant de mourir. Je ne me souviens même pas l'avoir prise ce matin-là, mais d'une manière ou d'une autre, elle a atterri ici. Je l'ai enroulée fermement autour de mon cou. Elle ne réchauffait pas beaucoup, mais elle me faisait penser à lui, et c'était suffisant pour m'empêcher de m'effondrer sur place. J'ai fait un pas tremblant, puis un autre. La neige crissait sous mes chaussettes. J'ai essayé de suivre les traces de pneus, mais la tempête les enterrait déjà. Quelque part entre les arbres, j'ai cru entendre un claquement, comme une brindille qui se brise. Je me suis arrêté, j'ai retenu mon souffle. Bonjour, ai-je crié, mais le vent a avalé ma voix. Rien ne bougeait, mais profondément dans les arbres, quelque chose a changé de place. J'aurais juré avoir vu une forme, grande, immobile, qui observait. J'ai cligné des yeux, disparu.
C'était peut-être mon esprit qui me jouait des tours. C'était peut-être réel. Je ne savais pas, mais je savais que je devais bouger, alors j'ai continué à marcher. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai erré. Mes jambes ont cessé d'enregistrer la douleur. Mes doigts prenaient des couleurs que je ne reconnaissais pas. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste continué à bouger. À l'époque, je pensais que la survie signifiait trouver une route, une maison, quelqu'un. Maintenant, je sais que c'est faux. De retour à notre époque, je suis assise dans ma cabane, le feu crépitant à côté de moi. L'écharpe, ce qu'il en reste, repose toujours sur la cheminée. Elle est délavée maintenant, fragile. Mais je la garde là. Comme une armure, comme une preuve. Les gens pensent que la survie commence par la nourriture et un abri. Mais ce n'est pas le cas. Cela commence par le fait de savoir que vous n'étiez jamais censé mourir là-bas. Que quelqu'un a essayé de vous effacer et a échoué. Un coup à la porte. Je lève les yeux de mon journal. Le silence. Puis j'entends le doublissement du papier. Je me lève, je marche vers la porte, et je le vois. Une seule enveloppe. Pas de timbre, juste mon nom, écrit à la main. Je la ramasse. L'écriture. Que Dieu m'aide. Je la connais. Je suis resté là pendant un long moment, fixant l'enveloppe comme si elle allait s'évanouir si je clignais des yeux. Le papier était vieilli, les bords légèrement cornés, le genre d'enveloppe qui avait l'air d'avoir été manipulée trop de fois, ou gardée dans un endroit humide et froid. Je me suis accroupi, je l'ai ramassée à deux mains, et je me suis laissé la sentir. Cette écriture, tremblante, mais déterminée, légèrement inclinée vers la droite. Les mêmes boucles dans le G minuscule qu'il utilisait pour gribouiller sur les listes de courses sur le réfrigérateur. La même façon dont il écrivait mon nom sur chaque carte d'anniversaire qu'il m'a donnée jusqu'à sa mort, sauf qu'il était mort depuis près de 20 ans. Je suis rentré à l'intérieur de la cabane, j'ai fermé la porte derrière moi, et j'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Mes doigts planaient au-dessus, réticents à l'ouvrir, comme si la vérité allait me frapper plus fort que le froid ne l'avait jamais fait. Le feu sifflait dans le coin, mais je ne me suis pas assise. Je suis resté debout. Mes mains étaient stables jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier de carnet pliée. Lignée, déchirée sur le bord comme si elle avait été arrachée d'une spirale. Dans une écriture qui faisait écho à celle de mon père, on pouvait lire « Tu as bien fait de garder l'écharpe. Elle a menti sur tout. Retrouve-moi là où tout a commencé. » C'était tout. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Mais en bas, juste en dessous de la dernière phrase, il y avait une seule empreinte digitale rouge. Sèche, pressée comme une signature. J'ai passé mon pouce le long de son bord, ma poitrine s'est serrée. Je n'avais pas vu d'empreinte digitale comme celle-là depuis que j'avais 12 ans. Papa avait une cicatrice profonde sur le coussinet de son pouce droit, une crête de peau où il s'était brûlé en soudant un attelage de remorque un été. Il me l'avait montré une fois, riant à travers la douleur. Les soudeurs ne portent pas de bagues, avait-il dit. Ils portent des rappels. Cette cicatrice faisait en sorte que son empreinte digitale se divisait légèrement comme si un éclair la traversait. Et maintenant, des années plus tard, elle me fixait, aussi réelle que l'écharpe suspendue près de la porte. Était-ce possible? Je me suis assise lourdement, agrippant le bord de la table. Mon esprit voulait se précipiter pour y croire, mais je savais que je ne devais pas. Je savais comment l'espoir pouvait se transformer en mensonge si on le laissait faire. Pourtant, quelque chose de vieux s'est agité en moi. À l'époque, avant le blizzard, avant le silence, j'avais su que quelque chose n'allait pas. Véronica n'était pas seulement méchante. Elle était prudente. Elle verrouillait toujours les tiroirs, passait des appels téléphoniques chuchotés derrière des portes closes. Parfois, elle disparaissait pendant des après-midi entiers, revenant avec des reçus qu'elle déchirait dans la poubelle. Une fois, j'ai déterré la moitié d'un sac de pharmacie qui portait le nom d'un homme, quelqu'un qui n'était pas papa. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait alors, mais je savais que c'était important. Alors, j'ai commencé à noter des choses. Un bloc-notes jaune que je gardais sous la lame de plancher détachée au fond du bureau de papa, à côté de la fenêtre avec le loquet fissuré. J'ai consigné des heures, des noms que j'avais surpris, des endroits où elle disait être allée mais n'y était pas allée.
J'ai copié la moitié d'un message vocal que je l'avais surprise à rejouer encore et encore. La nuit avant qu'elle ne m'emmène dans ce blizzard, je me souviens m'être tenu dans l'embrasure de la porte de ce bureau, mon écharpe déjà autour de mon cou. Quelque chose m'a dit de laisser une dernière note. J'ai écrit, s'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas un accident. S'il vous plaît, trouvez ceci. Et je l'ai glissé sous la lame de plancher avec le reste. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je n'y suis jamais retourné. Maintenant, des années plus tard, je fixais une écriture que je n'avais pas vue depuis cet hiver sur une page qui faisait référence à l'écharpe, au mensonge et à l'endroit où tout avait volé en éclats. Mais comment quelqu'un pourrait-il savoir à moins d'avoir trouvé les notes, ou à moins qu'il ne soit lui? J'ai relu la lettre, plus lentement cette fois. Tu as bien fait de garder l'écharpe. Ce n'était pas juste un commentaire. C'était quelque chose que seul lui aurait dit. Il l'avait tricoté lui-même, me l'avait donné avec des mains encore marquées par la suie et la graisse. Elle a menti sur tout. Quel mensonge? Qu'il était mort dans un accident de travail? Que son corps était irrécupérable à cause de l'incendie? Et puis, retrouve-moi là où tout a commencé. Les mots ont tiré sur quelque chose dans ma poitrine. Le dernier endroit où j'avais vu la voiture de Véronica, ses feux arrière rouges saignant dans la neige blanche. La lisière des arbres, l'odeur d'antigel encore fraîche dans mon esprit, s'est étendue gelée au milieu de nulle part. J'ai plié le papier, je l'ai glissé de nouveau dans l'enveloppe, et j'ai marché vers la cheminée. J'ai soulevé doucement l'écharpe et je l'ai posée à côté de la lettre. 2 morceaux d'une vie qui ne s'était jamais totalement refermée. La neige a continué à tomber cette nuit-là, épaisse et silencieuse. Je n'ai pas dormi. Je suis resté recroquevillé sur le canapé sous une courte pointe, fixant le feu, réfléchissant à toutes les possibilités. Quelqu'un essayait-il de m'attirer pour que je revienne? Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Mais là encore, si ce n'était pas réel, si quelqu'un avait falsifié cela, comment avait-il obtenu la bonne empreinte digitale? Dans l'obscurité silencieuse, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché une ancienne carte satellite de la zone près de l'endroit où c'était arrivé. La route forestière était toujours là, marquée comme non entretenue. Pas de maison à proximité, pas de couverture cellulaire, rien que des pins et du silence. J'ai tracé l'itinéraire avec mon doigt. À 20 miles de là, 2 virages après la route de Comté 8, à droite à la bifurcation, après la boîte aux lettres rouillées sans nom. J'ai murmuré à voix haute comme si le dire allait m'apaiser. Si c'est un piège, je le saurai. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris une inspiration, et j'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre. Le vent s'était calmé, mais le froid restait constant. Mon reflet m'a dévisagé, plus vieux, plus vif. Mais à ce moment-là, j'ai vu l'enfant de 13 ans aussi. Celle qui avait continué à marcher dans la neige. Celle qui n'avait pas pleuré. Et puis je l'ai dit à voix haute, juste une fois. Alors quelqu'un d'autre a survécu à cette tempête, aussi. Je me suis dit que je ne faisais que retracer mes pas. La vérité, c'est que je chassais des fantômes. Au moment où j'ai atteint la lisière des arbres, le vent avait commencé à se lever. Ce n'était pas le genre mordant, pas encore. Mais il portait ce ton d'avertissement que j'avais appris à écouter en grandissant dans le Michigan. Quelque chose dans son sifflement qui disait « Fais demi-tour maintenant ou ne t'attends pas à de la pitié plus tard ». J'ai continué à marcher. La grange se dressait comme une cage thoracique brisée dans la clairière, à moitié avalée par des arbres qui s'étaient rapprochés au fil des ans. Le toit s'était effondré depuis longtemps, mais la mezzanine s'accrochait toujours, affaissée et inclinée comme un souvenir fatigué. Alors que je m'approchais, mes bottes crissaient sur du vieux foin et du bois cassant, et mon souffle embuait l'air devant moi. L'odeur était la même, la moisissure et la pourriture mélangées à la plus faible trace d'huile moteur et de foin. Je n'étais pas venu ici depuis près de 2 décennies, et pourtant mon corps se tendait comme si je n'étais jamais parti. J'ai grimpé ce qui restait de l'échelle jusqu'à la mezzanine. Mes gants rendaient le bois glissant, mais je me souvenais sur quelle planche appuyer pour trouver l'équilibre. J'avais fait ça pieds nus quand j'étais petite, à l'époque où je n'avais aucune idée à quel point tout était fragile, sauf moi. J'ai atteint le coin le plus éloigné. Le sol a grincé, mais a tenu bon. Prudemment, je me suis agenouillé et j'ai soulevé la planche desserrée. Et c'était là, un morceau de papier jauni, les bords cornés, l'encre délavée, mais toujours lisible. Papa, si tu trouves ça, s'il te plaît, ne la crois pas.
Elle m'a enfermé dans le grenier. Elle a dit qu'elle te mentirait. J'en ai ressenti le poids avant même d'avoir fini de lire. Mes doigts serraient le mot comme s'ils pouvaient encore arrêter le temps. Je l'avais écrit avec des mains tremblantes, à 12 ans, me cachant sous une courte pointe pendant que la neige s'empilait contre les fenêtres, et que la voix de Véronica coupait à travers la maison en dessous. À l'époque, je pensais que si je pouvais juste laisser une piste, juste une phrase honnête, quelqu'un la trouverait. Quelqu'un me croirait. Mais personne ne l'a jamais lu. Personne n'est jamais venu. J'ai plié le papier, je l'ai glissé dans la poche de mon manteau avec l'écharpe et la note de la boîte aux lettres. Mon corps est resté figé pendant un moment de plus. Puis je me suis levé et je suis descendu un pied à la fois comme si je descendais d'une corniche. À l'extérieur, des averses de neige avaient commencé. Pas grand-chose, juste un saupoudrage, mais assez pour me rappeler que cet endroit ne se souciait pas de qui j'étais ou de ce dont je me souvenais. Je savais que je ne pouvais pas retourner directement à la cabane. J'avais besoin de me réchauffer, de me vider la tête. Alors, j'ai marché un demi-mile supplémentaire jusqu'à la ville par le sentier sinueux qui débouchait près de l'ancienne autoroute. Mes jambes me faisaient mal à cause du froid, mais le mouvement m'aidait. Cela m'empêchait de m'effondrer. Ironwood n'avait pas beaucoup changé. La quincaillerie avait toujours la même peinture écaillée et la cloche rouillée au-dessus de la porte. Je suis entré et j'ai tapé la neige de mes bottes. « Donnez-moi une seconde », a crié une voix depuis l'arrière. J'ai regardé autour de moi. Les mêmes rangées d'outils, le même mur de crochets, la même radio jouant du rock classique depuis une étagère poussiéreuse. Puis l'homme est sorti. Grand, nerveux, la barbe blanche coupée court et les yeux qui se plissaient alors qu'il me dévisageait. « Tu es la fille de l'hiver, n'est-ce pas » a-t-il demandé lentement. J'ai hésité. Je l'étais. Il a essuyé ses mains sur un chiffon, hochant la tête comme s'il voyait un fantôme. « Qu'est-ce, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. « Eh bien, ça alors. Tu as les yeux de ta mère, mais pas le reste d'elle. Dieu merci. » Je n'ai pas répondu à cela. Il a incliné la tête. « Tu ne fais que passer où tu avais besoin d'une promenade ?» Cole m'a conduite, ai-je dit, jetant un coup d'œil au vieux radiateur près du comptoir. Il s'est appuyé contre lui. « C'est drôle, tu n'es pas la seule à être venue poser des questions sur toi. » Je me suis figé. « Quoi ? » « Ouais, le mois dernier à peine. Une femme, bien habillée, du parfum cher, une Cadillac verte. Elle a demandé si tu étais toujours dans les parages, elle a dit qu'elle cherchait à faire la paix. Il s'est moqué. Ça ne sentait pas la paix. Ma bouche est devenue sèche. A-t-elle dit son nom ? Il a secoué la tête. Elle n'a pas eu à le faire. Elle ressemblait à des ennuis avec une couche fraîche de rouge à lèvres. Les gens par ici, tu te souviens ? Nous n'oublions pas facilement. J'ai réussi à faire un mince sourire. Ouais, je me disais bien. Rick est passé derrière le comptoir, sortant un thermos. Tu veux du café avant de repartir ? Il fait mauvais dehors. J'apprécie, ai-je dit, en roulant mes mains autour du gobelet en papier qu'il m'avait servi. Je suis resté peut-être 10 minutes. Je n'ai pas posé plus de questions. Je n'en avais pas besoin. Véronica était de retour. Elle me cherchait, et elle n'était pas du genre à chercher sans raison. Alors que je retournais dans le froid, le vent s'était levé. Il grattait contre mes joues et trouvait son chemin sous le col de mon manteau. La neige s'accrochait à mes cils, mais je le remarquais à peine. Mes pensées continuaient à tourner autour du même point. Si elle était venue ici poser des questions, alors quelqu'un lui avait dit quelque chose. Quelqu'un avait craqué. La marche de retour vers la cabane était plus lente. La visibilité avait baissé. Les arbres se fondaient en ombre. Et le sentier disparaissait sous le blanc. Mais je savais où j'allais. Mon corps se souvenait des virages, des pentes, de l'endroit exact où l'air semblait toujours changer. J'ai atteint la cabane juste à la tombée de la nuit. À l'intérieur, j'ai retiré mon manteau, enlevé mes bottes, et allumé la petite cheminée. J'ai placé les 2 notes, celle de la grange et celle de l'enveloppe, sur la table à côté de l'écharpe. Les 3 reposaient là comme des reliques d'une vie que j'avais enterrée et dont je n'avais jamais fait le deuil correctement. Je suis resté debout à les fixer, ma respiration courte. Si elle me traque à nouveau,
alors quelqu'un a dû lui dire que j'avais trouvé quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et juste avant l'aube, je l'ai vu. Des traces de pneus à l'extérieur de ma cabane. La neige disait la vérité avant tout le monde. Je suis sorti du lit juste après 5 heures, pas à cause d'un bruit, mais à cause d'un silence trop parfait, le genre qui s'enfonce dans vos tympans jusqu'à ce que vous vous asseyiez, le cœur battant, sans savoir pourquoi. Je n'avais pas vraiment dormi, je m'étais juste assoupi par intermittence alors que le feu mourait, et mes nerfs étaient tendus. Mes mains ont cherché la tasse à côté du lit, pour la trouver froide et intacte depuis la veille. J'ai enfilé mes bottes, mis ma parka, et ouvert la porte de la cabane. Le vent a frappé en premier, tranchant et insistant. Mais ce n'est pas le froid qui m'a figé sur place. C'est ce que j'ai vu dans la neige. Des traces de pneus. Pas seulement sur la route. Celle-ci bifurquait dans mon allée, puis faisait le tour de ma cabane comme un serpent essayant de trouver sa queue. Quiconque c'était ne faisait pas que passer. Il s'était attardé. Les traces n'étaient pas les miennes. Je n'avais pas bougé mon camion depuis des jours. Et elle ne venait pas d'une livraison non plus. Aucun chauffeur ne monte aussi loin sans appeler d'abord, et personne n'appelle. J'ai suivi le motif lentement, mes bottes crissant sur la poudreuse fraîche. Le chemin se courbait à l'arrière de la maison où je gardais une petite pile de bois de chauffage et un vieux banc qui faisait face aux arbres. Le banc était renversé. La fenêtre au-dessus avait une fissure dans le coin inférieur gauche que je n'avais pas remarqué auparavant. Je me suis approché. C'était là. Le loquet avait été forcé. Le bord du cadre de la fenêtre était éclaté comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir mais s'était arrêté. Peut-être qu'ils avaient vu la lumière du détecteur s'allumer. Peut-être qu'ils s'étaient rendus compte que j'étais chez moi. Ou peut-être qu'ils voulaient que je sache qu'ils avaient été là. À l'intérieur, tout semblait intact au premier coup d'œil. Rien de volé, pas de tiroir fouillé. Mais sur le comptoir de la cuisine, où je gardais une petite pile de reçus d'épicerie, reposait quelque chose qui n'avait pas sa place. Une pochette d'allumettes. Couverture noire, lettres dorées, motel du coucher de soleil, Ozo, Wisconsin. Je n'avais pas été près de Ozo depuis 2 décennies, mais je me souvenais de ce motel comme d'un mauvais rêve. Véronica y avait travaillé brièvement sous un faux nom à une époque où elle disait à tout le monde qu'elle devenait sobre. Elle draguait le gérant pour rester sans payer de loyer. J'avais 12 ans quand elle m'y a emmené une fois, promettant un week-end en dehors de la ville. J'ai fini par dormir à l'arrière de sa voiture pendant qu'elle disparaissait dans l'une de ses chambres avec un homme que je n'ai jamais revu. Mon souffle a embué la fenêtre de la cuisine alors que je fixais les bois, la pochette d'allumettes à la main. Quiconque avait laissé ça ne voulait pas brûler l'endroit. Il voulait que je brûle à l'intérieur. J'ai glissé la pochette d'allumettes dans le tiroir sous l'évier et j'ai mis une couche supplémentaire avant de sortir vers la boîte aux lettres. Elle se trouvait à un quart de mile sur la route, coincée entre 2 boulots comme une pensée après coup. Je faisais cette marche chaque semaine, surtout par habitude. Personne ne m'écrivait vraiment, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose qui m'attendait. Une enveloppe, pas d'adresse de retour. Mon nom écrit à la main avec des traits soigneux et serrés. Trop soigné pour être désinvolte, trop exercé pour être innocent. Je l'ai déchiré pour l'ouvrir, les doigts raides à cause du vent. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Je me suis arrêté de marcher. C'était moi. À l'âge de 13 ans, portant un pull usé jusqu'à la corde et rien aux pieds. Debout au milieu d'une route recouverte de neige. Mes bras étaient enroulés autour de mes côtes, les cheveux collés à ma joue par le grésil. J'ai reconnu la tempête instantanément. C'était le jour où Véronica m'a laissé dans les bois pour juste 10 minutes qui se sont transformées en 10 heures. Le jour où j'ai appris à quel point le monde pouvait être silencieux quand personne ne revient vous chercher. Mais ce n'est pas ce qui m'a fait trembler. C'était l'angle. La photo a été prise de dos. Quelqu'un m'observait ce jour-là. Quelqu'un avait un appareil photo. Quelqu'un l'a suivi, ou m'a suivi, ou les deux. J'ai fourré l'enveloppe dans la poche de mon manteau et j'ai fait demi-tour sur le sentier, les yeux scrutant chaque ombre à la lisière des arbres. Il n'y avait aucun mouvement, juste le vent se faufilant à travers les branches, balayant la poudreuse des pins. De retour à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et fermé la fenêtre à l'aide d'une cale en bois supplémentaire. J'ai rallumé la cheminée, plus par besoin de mouvement que de chaleur. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler, pas à cause de la photo,
mais à cause des questions. Qui avait gardé cette photo? Pourquoi maintenant? Et comment ont-ils su où l'envoyer? Je l'ai tenue sous la lumière du feu, laissant ses bords se réchauffer dans mes mains, mais je ne pouvais pas me résoudre à la brûler. Au lieu de cela, je l'ai posée à plat sur la table et j'ai fixé mon regard. Le silence s'étirait. Puis j'ai entendu ma propre voix, calme, fatiguée, et plus tranchante que je ne m'en souvenais. Elle a dit que personne ne me croirait, et elle s'en est assurée. Mais quelqu'un savait, quelqu'un a vu, et quelqu'un a gardé cela. Je suis allé dans le petit placard près de la chambre, où une pile de cartons de déménagement reposait toujours sans être ouverte. Poussée derrière une vieille courte pointe se trouvait la cantine que je n'avais pas touchée depuis que j'avais quitté le Midwest pour la première fois. Je l'ai sortie. La serrure avait légèrement rouillé, mais la combinaison fonctionnait toujours. À l'intérieur, un boîtier en plastique résistant aux intempéries. À l'intérieur de celui-ci, mon journal de l'âge de 14 ans enveloppé dans un t-shirt, un magnétophone que je cachais sous mon oreiller, et une petite clé en laiton avec une étiquette rouge attachée. L'étiquette disait « Sous-sol de l'église ». Ma gorge est devenue sèche. Je n'avais pas pensé à cette église depuis des années. Abandonnée maintenant. Ou du moins elle l'était. Le dernier endroit où j'avais vu mon acte de naissance. Le dernier endroit où j'avais vu Véronica pleurer. Elle avait dit au prêtre que j'inventais des choses, que j'étais jalouse de ses petits amis, que j'avais besoin d'attention. J'ai failli la croire jusqu'à ce que ce même prêtre appelle les services de protection de l'enfance dans son dos. Le journal a tremblé dans mes mains alors que je l'ouvrais. Les pages sentaient le cèdre et la moisissure. Sur la couverture intérieure, écrit en lettres majuscules et frénétiques, « N'y retourne pas. Il surveille l'église ». Je ne me souvenais même pas l'avoir écrit. J'ai placé le journal à côté de la photo. Mes doigts ont effleuré la clé. Il y avait quelque chose là-dedans qui n'était plus seulement un souvenir. C'était un mouvement. Quelqu'un observait à l'époque et quelqu'un observe maintenant. Et si Véronica est vraiment de retour, elle n'est pas venue seule cette fois non plus. L'église était abandonnée depuis des années jusqu'à ce que la lumière s'allume cette nuit-là. Je n'ai pas perdu de temps. 1 heure plus tard, j'étais de retour sur la route, emmitouflé dans 3 couches, avec la Ford empruntée qui cliquetait en dessous de moi. J'avais dit à Ed, le vieil homme d'à côté, que je me rendais en ville pour faire des courses. Il n'a pas demandé quelle ville. Tant mieux. Le trajet vers Ozo était silencieux. Pas de musique, pas d'appel, juste le bourdonnement des pneus contre la chaussée glacée et le claquement occasionnel de la gadoue sous le passage de roues. Le brouillard s'est insinué comme s'il avait un but, épais, bas et avide. J'ai suivi la mémoire plus que les panneaux de signalisation. L'église Sainte-Thérèse se dressait à la limite de l'ancienne ligne du comté, où les pins poussaient si densément qu'on pouvait oublier en quelle année on était. La peinture de la chapelle s'était écaillée il y a longtemps, ses marches avant étaient affaissées et tordues. Une fenêtre était juste assez fissurée pour que quelqu'un comme moi puisse s'y glisser, alors je l'ai fait. L'air à l'intérieur était vif, imprégné de moisissure et de cendres. Des hymnaires pourris reposaient en piles fragiles. Des éclats de bois des bancs parsemaient le sol comme des dents oubliées. Je me suis déplacé lentement, ma lampe de poche balayant de grands arcs. L'ancien hôtel se dressait toujours, une dalle de chêne déformée recouverte d'un tissu bordeaux délavé. Mes bottes résonnaient doucement alors que je m'avançais vers lui. Sous le tissu, j'ai passé mes mains le long du plancher en bois, et c'était là, un tapis qui n'était pas à sa place. Je l'ai tiré en arrière, révélant une découpe carrée avec un lourd loquet en fer, cadenassé. Je n'ai pas paniqué. Quand j'avais 13 ans, j'avais l'habitude de me cacher dans cette chapelle quand les choses allaient mal. Une fois, Véronica m'avait enfermé hors de la voiture pendant une tempête de neige pour avoir refusé de dîner. J'avais trébuché jusqu'à cette église et dormi derrière l'autel. Je me souvenais avoir caché une clé de rechange dans l'épais bougeoir en laiton à côté de la statue de la Vierge Marie. Je l'ai trouvée. Il a fallu un peu la secouer, mais la clé a tourné. La trappe s'est ouverte en grinçant avec un son semblable à une tombe qui bâille. Les escaliers en dessous étaient étroits, en bois, et froids comme des os. J'ai hésité seulement une seconde avant de descendre. La lampe de poche a clignoté une fois, puis a tenu bon. Le sous-sol avait un plafond bas avec des murs en pierre qui suintaient de l'air hivernal emprisonné. Des étagères bordaient le côté éloigné, des boîtes empilées, de vieux livres moisis, des crucifix brisés.
Mais c'était le classeur dans le coin qui m'attirait. Rouillé, lourd, mais toujours verrouillé. J'ai enfoncé un démonte-pneu dans le rebord et j'ai forcé. Le métal a hurlé. Les charnières ont craqué. Il a cédé, et à l'intérieur il y avait des choses pour lesquelles je n'étais pas prête. Des cassettes audio étiquetées avec des dates dont je ne voulais pas me souvenir. L'une disait, 11 janvier, les pleurs s'arrêtent après 3 heures. Une autre, 2 février, le froid retenu, réponse faible. Puis un paquet de dessins, des bonshommes allumettes, du crayon rouge, une écriture enfantine, la mienne. Et enfin, un journal en cuir rouge foncé, doux et malfaisant dans la main. Je l'ai ouvert. L'écriture était indubitable. Une cursive tranchante et contrôlée. Note sur caisse pour la conformité. Début à l'âge de 13 ans. Signé Véronica. Mes genoux ont flanché. J'ai glissé sur le sol. Il y avait des pages sur les méthodes d'isolement, sur les tactiques d'effacement verbal, sur la réassociation du toucher physique à l'obéissance. Elle l'avait écrit comme un guide, un manuel, et elle m'avait utilisé. Je ne savais pas combien de temps je m'étais assise là. L'air pesait lourd comme s'il voulait que je reste à terre. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose. Un faible bourdonnement. Mécanique, subtil. J'ai levé les yeux. À travers la poutre du plafond, nichée dans le coin où les ombres s'étiraient, il y avait une caméra. Pas cassée, pas vieille. Un point rouge clignotait, enregistrant, observant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. D'abord, mon esprit a rebondi comme un élastique, et j'ai attrapé le journal, je l'ai fourré dans mon manteau et j'ai couru dans les escaliers. Chaque marche gémissait sous mon poids, bruyante et impitoyable. J'ai atteint le rez-de-chaussée, le cœur battant, les jambes tremblantes mais en mouvement. J'ai presque réussi à sortir par la fenêtre quand un haut-parleur a grésillé quelque part près de l'hôtel. Je t'avais dit de ne pas revenir, petit fantôme. La voix, le même rythme, le même ton tranchant qu'elle utilisait quand je ne pliais pas le linge assez vite ou que je manquais une note au piano. Froide, détachée, familière, mais plus vieille, plus rauque. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai couru, mais je ne suis pas allé bien loin parce que quelqu'un avait tailladé les pneus du camion. La camionnette penchait maladroitement. Le pneu arrière gauche était complètement affaissé dans la neige comme un poumon dégonflé. Je suis resté là pendant une seconde, à regarder. Puis j'ai donné un coup de pied dans le sol gelé de frustration et j'ai failli perdre l'équilibre. Mes mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause du sentiment croissant que je n'étais pas censé quitter cet endroit vivante. Je suis remonté dans la cabine, j'ai claqué la porte, et j'ai fouillé sous le siège jusqu'à ce que je trouve la fine couverture en laine que le voisin avait jetée là au cas où. Je l'ai enroulée autour de mes épaules et je suis resté immobile. La forêt autour de la chapelle Sainte-Thérèse était silencieuse, mais pas de manière paisible. Elle semblait vigilante, comme si les arbres avaient des yeux et que le brouillard portait des murmures. Mon souffle sortait en nuages rapides. J'ai sorti mon téléphone, à peine 11% de batterie. J'ai essayé d'appeler Arthur de la librairie. Pas de réseau. Puis j'ai fait défiler mes contacts. Lorraine, ma vieille amie de Haute-Claire. Encore une fois, rien. Je savais à quoi ressemblait un signal mort, mais là, ce n'était pas juste mort. C'était bloqué. Je suis sorti du camion, toujours enveloppé dans la couverture, et j'ai marché péniblement vers le haut d'une colline en direction d'une lisière d'arbres que j'avais remarquée plus tôt. Parfois, l'altitude aidait. Je me suis tenu là, mes bottes glissant un peu sur la pente glacée, et j'ai levé mon téléphone vers le ciel comme une antenne désespérée. Une barre a clignoté. Puis un nom étrange est apparu sous les informations de signal. Lien sécurisé Galloway. Mon estomac s'est noué. Je connaissais vaguement ce nom. Véronica l'avait mentionné il y a des années dans le cadre d'un partenariat de sécurité à l'échelle de l'école. Mais ce n'était pas seulement une école. C'était privé, basé sur la surveillance, coûteux. Et maintenant, ici dans les bois de Ozo, cette tour était la seule que mon téléphone pouvait trouver. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai fixé la barre clignotante. Un instant plus tard, la barre a disparu et une roue tournante est apparue. J'ai arraché la carte à puce de mon téléphone et je l'ai jetée dans la neige. Le crissement qu'elle a fait en atterrissant dans le givre a été plus fort qu'il n'aurait dû l'être.
On me suivait à la trace, et maintenant je n'avais pas de carte, pas de système de positionnement mondial, aucune issue. J'ai glissé vers le camion, mes genoux brûlants à cause du froid et de la pente. La neige tombait plus épaisse maintenant, et les dernières lueurs du clair de lune étaient avalées par des nuages bas. J'étais à mi-chemin de la cabine quand une paire de phares a percé les bois derrière moi. Au début, je me suis figé. Puis, j'ai trébuché sur le bord de la route, agitant les bras. Le véhicule utilitaire sport a ralenti. Un autocollant du shérif s'est reflété faiblement dans la neige tombante. Le conducteur a baissé la vitre, révélant un visage sculpté par l'âge et la gentillesse, une moustache grise, des yeux fatigués. « Tout va bien par ici, mademoiselle ?» a-t-il demandé. « Je m'appelle Clint, adjoint Clint Avery. » J'ai hoché la tête trop vite. Mes pneus ont été tailladés. J'ai besoin de signaler une effraction. J'étais à la chapelle. Il a incliné la tête. Cette vieille ruine? Personne n'est censé être là. Je sais, mais quelqu'un l'utilise, observe les gens. Il y a un sous-sol avec des notes de surveillance. Ses sourcils se sont légèrement levés. D'accord. D'accord. Allons d'abord vous réchauffer. Montez. À l'intérieur de son véhicule de patrouille, le chauffage rugissait comme une fournaise. Il m'a tendu un gobelet en polystyrène contenant du café de station-service et a drapé une épaisse couverture thermique sur mes genoux. J'ai marmonné un remerciement, berçant la chaleur entre mes paumes. Pendant un instant, j'ai cru que je pourrais être en sécurité. De retour au poste à Rungles, l'endroit était vide. Juste le bourdonnement des néons et le faible tic-tac d'une horloge murale au-dessus du bureau de réception. Clint m'a accompagné à l'intérieur, m'a aidé à m'installer dans une chaise en plastique près du radiateur, et a dit qu'il allait commencer le rapport pendant que je dégelais. Faites comme chez vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, criez, a-t-il dit, puis il est sorti, le téléphone à l'oreille. Quelque chose dans le ton de sa voix m'a fait me retourner. Je ne pouvais pas entendre les mots à travers la vitre épaisse, mais ensuite la porte s'est ouverte juste assez et j'ai saisi, ouais, elle est ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? Il a dit cela à voix basse comme si ce n'était pas la première fois. Je n'ai pas respiré. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste écouté pendant que la douleur familière dans ma poitrine revenait comme si quelqu'un avait tordu un couteau juste sous mes côtes. Véronica, même ici, même dans un minuscule bureau de shérif à des heures de chez moi, elle avait toujours une longueur d'avance. J'ai regardé autour de moi. Un miroir sans teint à ma gauche, une machine à café derrière moi, une rangée de casiers, un panneau de sortie rouge clignotant au-dessus d'une porte arrière, et mon propre reflet. J'avais l'air terrible, brûlé par le vent, les cheveux dépassant de mon bonnet, les joues tachetées, les yeux creusés. Mais ce n'est pas l'apparence qui m'a frappé. C'est le souvenir. Des gants rouges. Véronica me les avait donnés quand j'avais 13 ans. Pour protéger tes doigts des engelures, avait-elle dit. Et puis 2 nuits plus tard, elle m'avait enfermé dehors pendant un blizzard parce que je n'avais pas parlé avec le bon ton. Ces gants étaient dans le sous-sol de l'église, pliés, propres, intacts. Ils n'avaient pas été donnés par amour. C'étaient des accessoires, tout comme le journal. Tout comme le reste, j'étais un test, un cas, pas une fille. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Mais mes jambes ont commencé à bouger avant que mon cerveau ne rattrape totalement le coup. Je me suis levé, j'ai marché doucement vers la sortie, j'ai poussé la poignée lentement pour qu'elle ne clique pas. La tempête à l'extérieur m'a giflé au visage alors que je sortais, mais je l'ai accueilli. Le froid ne faisait pas mal de la même façon que la trahison. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je devais m'évanouir avant qu'il ne m'efface à nouveau. Le froid a mordu à travers les coutures de mes bottes alors que je m'éloignais péniblement du poste de shérif, chaque pas brisant de la neige fraîche. Mon souffle sortait en petits nuages, et le vent glacial rongeait l'arrière de ma nuque comme si même la nature s'était retournée contre moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne le pouvais pas. Si Clint découvrait que je m'étais éclipsé avant son retour, j'avais peut-être 5 ou 10 minutes tout au plus avant qu'il ne soit de nouveau sur la route à ma recherche. Mais j'en avais fini d'être trouvé. La route en sortant de Rungles se rétrécissait en 2 voies gelées, l'une menant plus profondément dans le pays des pins. Je suis resté sur le bord, avançant péniblement à travers des bancs de neige jusqu'aux mollets. Mes chaussettes étaient trempées, mes jeans raides à cause du gel. Mes cuisses me faisaient mal,
mon talon gauche brûlait là où la peau avait été frottée à vif. Mais j'ai continué à marcher. Il n'y avait pas de destination. Juste une direction pour m'éloigner. Au bout d'environ 1 heure, le ciel a commencé à changer. Pas le lever du soleil, pas encore, mais ce gris-bleu profond avant que la lumière ne perce. Mes dents claquaient de façon incontrôlable, et j'ai serré mes bras plus fort autour de ma poitrine, essayant de conserver la chaleur. Devant moi, la silhouette d'un restaurant en bord de route est apparue, fermé pour la saison, les fenêtres barricadées. Mais le petit auvent à l'avant offrait juste assez d'abri contre le vent. Je me suis glissé en dessous et j'ai glissé jusqu'au sol glacé, me recroquevillant aussi étroitement que je le pouvais. La couverture que j'avais prise au poste était fine et se raidissait déjà avec le givre. J'ai pressé ma joue contre mes genoux et j'ai fermé les yeux juste pour 1 minute. Des phares ont percé à travers la brume matinale. J'ai plissé les yeux. Une camionnette a ralenti en s'approchant. Pas un véhicule de patrouille, pas de marquage, juste une Ford poussiéreuse. La peinture était écaillée dans les coins. Je me suis tendu. Je n'avais plus d'énergie pour courir, mais chaque partie de moi criait de ne pas faire confiance. Le moteur tournait au ralenti. La porte du conducteur s'est ouverte en grinçant. Un homme est sorti, ses bottes crissant sur la glace, un manteau lourd, un bonnet gris en tricot tiré vers le bas. Il bougeait lentement comme s'il savait que tout geste brusque pourrait me faire fuir. J'ai observé ses yeux. Il me semblait familier. Il n'a pas parlé tout de suite, il m'a juste étudié pendant un moment. Puis, tranquillement, comme quelqu'un qui dit les grâces avant un repas, il a murmuré « Qu'est-ce ?» Je me suis raidi. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Au lieu de répondre, il a mis la main dans la poche de son manteau et a sorti une petite photographie usée. Les bords étaient cornés, les couleurs délavées. Il s'est agenouillé et me l'a tendue. Je l'ai prise, les mains tremblantes. C'était moi, à 5 ans, il me manquait ma dent de devant, dans une robe d'été jaune, tenant un ours en peluche d'un bras. À côté de moi se tenait un homme. Cet homme, ses cheveux plus foncés, les bras autour de ma taille. De l'autre côté se trouvait une femme que je ne reconnaissais pas, mais je la connaissais parce que cette photo était l'une des rares choses que j'avais trouvées à l'église abandonnée dans le tiroir. Celle dont Véronica avait dit que ce n'était que des ordures. Ma voix fonctionnait à peine. Où? Quand est-ce que c'était? Ton 5e anniversaire. Juste avant. Il a détourné le regard 1 seconde. Avant que tout ne change. Je l'ai dévisagé. Qui êtes-vous? Il m'a regardé dans les yeux. Je suis ton père, qu'est-ce? Ma tête a tourné. C'est impossible. Mon père est mort. Véronica a dit cela. Elle a menti. Il n'a pas bronché en le disant. Il est juste resté debout, m'offrant une main. Je ne l'ai pas prise. Pas tout de suite. Mais je l'ai suivi jusqu'au camion. La cabane se trouvait à peut-être 10 minutes de la frontière de l'État, nichée dans une rangée de pins, la cheminée fumant. À l'intérieur, la chaleur m'a frappé comme une vague. Il m'a tendu un pull épais, des chaussettes propres, et une vieille paire de chaussons en laine qui ne s'assortissaient pas, mais qui ressemblaient au paradis sur mes pieds. Je me suis assise sur le canapé, serrant toujours la photo. Il s'est assis en face de moi, les coudes sur les genoux. Tu n'étais jamais censé être avec elle, a-t-il commencé. Je me suis battu pour la garde après la mort de ta mère. J'avais des droits ordonnés par le tribunal, mais Véronica avait de l'argent, des relations, et aucune honte. Elle a falsifié des documents, a fait en sorte qu'on croie que j'avais disparu. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher, ai-je chuchoté. Ils ont menacé de la prison. Ils ont dit que si je montrais mon visage à nouveau, ils porteraient plainte, feraient en sorte qu'on croie que je t'avais kidnappé, et je les ai crus. Je pensais peut-être que tu serais plus en sécurité avec elle. J'ai secoué la tête. Elle m'a dit que tu étais mort dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Il a laissé échapper un rire sec et amer. Cet accident? C'était son ex, pas moi. Il n'avait aucun lien de parenté avec toi. Ni par le sang, ni par le nom, mais elle a utilisé sa mort pour cimenter son histoire. Je me suis adossé au coussin, fixant le plafond. Toutes ces années, les anniversaires passaient seuls. Les jours de fête où je regardais par la fenêtre, me demandant pourquoi personne ne revenait jamais pour moi.
Je voulais venir, a-t-il dit à nouveau, plus doucement. J'ai écrit des lettres, des centaines, j'ai gardé des copies. Je n'avais juste pas de moyen d'entrer. Pas sans te faire encore plus de mal. Je n'ai rien dit. Je ne le pouvais pas. Ma gorge me semblait trop serrée. Il s'est levé et a marché vers un tiroir en bois près de la cheminée. L'a ouvert. Tout est ici. Des lettres, des dossiers judiciaires certifiés, même une ordonnance d'annulation de garde datant d'il y a des années. Elle n'a jamais été déposée. Il m'a tendu un dossier. Si nous agissons maintenant, a-t-il dit, nous pouvons nous assurer qu'elle ne te fera plus jamais de mal. J'ai pris le dossier. Il semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais tenu. J'ai tenu le papier dans ma main et j'ai réalisé que ce n'était plus moi qui étais en procès. C'était elle. Le palais de justice se tenait tranquillement sous un épais ciel gris, la neige s'enroulant sur ses marches comme de la fumée. Le genre de matin d'hiver qui s'accrochait à vos côtes et rendait votre souffle vif. Mes bottes crissaient doucement sur la glace tassée alors que je marchais à côté de l'homme que je n'avais commencé à appeler papa à nouveau que très récemment. Une conseillère juridique locale, Paula, au milieu de ses 40 ans, les cheveux coupés droits et une chaleur qui perçait le froid, marchait de mon autre côté, serrant fermement un dossier contre sa poitrine. La salle d'audience était petite, lambrissée de bois, rien de grandiose ou d'intimidant, mais pour moi, cela aurait aussi bien pu être le Colisée. Les fantômes que j'avais portés pendant des décennies étaient sur le point d'être nommés à voix haute devant des étrangers. Et l'un de ces fantômes, Véronica, était déjà assis à l'avant, drapé dans un manteau blanc immaculé, sirotant quelque chose dans un thermos en argent, comme si c'était juste une autre course du jeudi. Elle m'a aperçu, et ses lèvres se sont tordues. Pas tout à fait un sourire, plutôt un sourire narquois que quelqu'un aurait oublié de repasser. Elle s'est penchée vers son avocat et a dit quelque chose de trop bas pour être entendu, puis s'est assise visiblement détendue. Ce sera fini dans 5 minutes, lui a-t-elle dit juste assez fort pour que je l'entende. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas reculé devant sa voix. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit clairement, « Bonjour, Véronica ». Elle a tressailli. C'était subtil, mais je l'ai vu. Son nom n'avait pas franchi mes lèvres depuis la nuit où elle m'avait laissé en sang, pieds nus dans la neige. Le simple fait de l'entendre venir de moi maintenant, le ton que j'utilisais, l'absence de peur, a débloqué quelque chose en elle. La juge, une femme d'âge moyen avec un comportement calme et pragmatique, est entrée. « Veuillez vous lever », a crié le greffier, et je me suis tenue plus droite que je ne le croyais possible. Après les formalités, la juge a demandé les déclarations d'ouverture. Paula s'est tenue à côté de moi. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui non pas pour débattre de souvenirs, mais pour examiner des dossiers judiciaires, médicaux et autres qui mettent en lumière un modèle de tromperie. » Puis ce fut mon tour. Je me suis avancé et j'ai remis à la juge un dossier scellé. Mes doigts ne tremblaient même pas. Ce sont les documents de garde originaux, ai-je commencé, y compris une ordonnance du tribunal qui n'a jamais été déposée et des lettres écrites par mon père biologique qui m'ont été cachées. La juge a ouvert le dossier, le parcourant rapidement. J'ai continué, la voix posée, presque trop calme. Quand j'avais 6 ans, j'ai été enlevé de ma maison lors d'une supposée visite. On m'a dit que mon père était mort dans un accident de voiture. Ce n'était pas vrai. Ce qui était vrai, c'est que Véronica a falsifié les documents de tutelle et a utilisé une ordonnance restrictive expirée pour l'éloigner. Quelques personnes dans la salle d'audience ont halté. Une femme, peut-être une journaliste, a laissé tomber son stylo. J'ai été élevé en croyant que j'étais un fardeau, que j'avais de la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête, jusqu'à une nuit où elle m'a laissé dehors exprès. La juge a levé les yeux des documents. « Vous dites que vous avez été abandonné ?» J'ai hoché la tête. Il faisait -0. J'étais pieds nus. Elle a verrouillé les portes derrière moi et est partie. Je croyais que c'était une punition, mais maintenant je sais que c'était planifié. L'avocat de Véronica s'est levé rapidement. « Votre honneur, nous nous opposons à cette caractérisation de ma cliente. » La juge a levé la main. « Nous allons l'écouter. » Les yeux de Véronica se sont rétrécis, ses lèvres se sont serrées. Quand la juge s'est tournée vers elle, lui demandant si elle voulait répondre, Véronica s'est levée lentement, son manteau blanc effleurant le banc derrière elle. « Votre honneur », a-t-elle dit avec une fausse sincérité. J'ai élevé Caisse depuis qu'elle était toute petite. Elle a toujours été différente, perturbée.
Elle s'enfuyait, inventait des histoires, prétendait que les gens lui faisaient du mal alors que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas eu d'autre choix que de chercher des soins médicaux pour elle. Tout est documenté. Elle a claqué des doigts vers son avocat, qui a fait glisser une pile de papiers sur le bureau de la juge. Ce sont ses dossiers psychologiques. Son thérapeute l'a un jour diagnostiquée comme émotionnellement instable, sujette à. Mais Paula était prête. Calmement, elle a produit un autre ensemble de documents. Ce thérapeute, a-t-elle dit, a soumis une correction. Voici les notes mises à jour. Il déclare que les symptômes de la cliente étaient compatibles avec une négligence émotionnelle, et non avec un délire. Puis vint le coup suivant. Paula a fouillé dans son dossier et a placé un seul disque compact sur la table. Ce message vocal a été récupéré sur la ligne fixe de Véronica, horodatée de la nuit de la disparition de Kees. La juge a haussé un sourcil. Jouez-le. La salle d'audience est tombée dans le silence alors que la voix de Véronica grésillait dans les haut-parleurs. Je t'avais dit qu'elle serait hors du chemin avant minuit. Ne rappelle plus ce numéro. Personne n'a bougé. Véronica est devenue pâle, sa mâchoire se serrant. Puis j'ai sorti un dernier objet. Un minuscule et délicat pendentif en forme de flocon de neige sur une chaîne en argent cassé. Elle l'a arraché de mon cou la nuit où elle m'a laissé. Elle pensait que je ne me souviendrais pas. Mais j'ai gardé la chaîne. Je l'ai gardée. Et maintenant je me souviens de tout. Ma voix n'a pas tremblé, pas une seule fois. Je l'ai regardée droit dans les yeux quand je l'ai dit. Véronica a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. La juge s'est penchée en avant. Madame Véronica, sous serment, avez-vous ou n'avez-vous pas laissé la plaignante seule cette nuit-là? Véronica a hésité. Puis elle a ri. Un son sec et amer. Elle a toujours été si dramatique. Je l'ai seulement suivie pour m'assurer qu'elle se perde assez loin. Son avocat a visiblement grimacé. Excusez-moi, a dit la juge sèchement. Je veux dire, je suis allé la chercher après qu'elle s'est enfuie. Mais il était trop tard. Les dégâts étaient faits. La juge a griffonné quelque chose et a parlé d'un ton sec. Une enquête sera ouverte immédiatement. Les services de protection de l'enfance, veuillez rester pour les entretiens post-session. La séance est levée en attendant un examen plus approfondi des preuves. Alors que le marteau frappait, j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir depuis des années. Véronica est restée figée sur place, son manteau blanc n'était plus qu'un costume derrière lequel elle ne pouvait plus se cacher. J'ai marché vers la sortie avec Paula et mon père à mes côtés. Dehors, des journalistes s'étaient déjà rassemblés. Des microphones, des caméras, des lumières clignotantes. Mon père s'est penché près de moi, la voix basse mais stable. Tu as fait ce qu'il disait que tu ne pouvais pas faire. Tu l'as traduite en justice. Je n'ai pas répondu tout de suite. La neige avait recommencé à tomber, de légers flocons s'accrochant à la manche de mon pull. La justice n'était pas seulement pour moi. Elle était pour chaque enfant qu'elle avait un jour essayé d'effacer. Des semaines ont passé. La neige s'attardait toujours, douce et silencieuse, recouvrant tout comme un secret enfin en paix. J'avais emménagé dans un modeste chalet à la périphérie de Duluth. La cheminée crépitait chaque soir. Le lac au-delà de mon jardin restait en grande partie gelé, bien que la lumière du soleil ait commencé à percer, laissant des traînées de chaleur sur la glace. Un matin, une enveloppe jaune pâle a glissé dans ma boîte aux lettres, coincée entre des factures et un prospectus de supermarché. Je savais qu'elle venait de mon avocat avant de l'ouvrir. Son écriture soignée avait toujours été précise, comme si chaque lettre avait une raison d'être là. À l'intérieur se trouvaient 2 pages. La première confirmait ce que je soupçonnais déjà. La licence de famille d'accueil de Véronica avait été officiellement révoquée. L'enquête du comté était allée plus loin que prévu. Des témoignages sont venus d'enfants dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Chaque histoire étrangement similaire. Des chaussures perdues, des portes verrouillées, des mots qui coupaient comme le vent d'hiver. Mais ce n'est pas le rapport qui m'a arrêté net. C'était la 2e page. Une lettre. Pas de nom. Juste une phrase griffonnée à l'encre bleue tremblante. J'aurais aimé que nous sachions ce qu'elle t'a fait. Je suis désolé que nous n'ayons pas demandé. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai fixée pendant un long moment. Le thé dans ma tasse a refroidi.
Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas sentie triomphante non plus. Juste immobile. Parfois, le silence n'est pas vide. C'est aussi une sorte de vérité. Le week-end suivant, j'ai conduit vers la limite du comté. Le blizzard qui avait piégé mon passé était passé depuis longtemps, mais les routes en portaient toujours des traces. Des arbres mordus par le gel, le silence de la neige tassée sous mes pneus. Je me suis garé près du bord d'un vieux sentier, celui de cette nuit-là. J'ai marché, pas vite, pas avec peur, juste en avant. Le vent était doux. Le froid ne mordait pas comme avant. Quand j'ai atteint le champ, l'endroit exact où j'avais été autrefois laissé pieds nus, je me suis arrêté. Il n'avait pas beaucoup changé. Les arbres se penchaient toujours vers l'intérieur comme s'ils essayaient de protéger quelque chose. La pente où j'avais trébuché était plus douce maintenant, recouverte d'un saupoudrage de neige fraîche. J'ai mis la main dans mon manteau et j'ai sorti le collier. La chaîne était réparée, le pendentif flocon de neige était à nouveau entier. Il scintillait faiblement dans la lumière, comme un souvenir refusant de s'effacer. Je l'ai attaché autour de mon cou, le métal frais contre ma peau, mais il ne ressemblait plus à une cicatrice. Il ressemblait à une armure. Derrière moi, j'ai entendu le crissement des bottes sur la neige. Mon père s'était garé plus loin et m'avait rattrapé sans dire un mot. Quand je me suis tourné vers lui, il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Pas brisé, pas vaincu, juste mis à nu. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas offert d'excuses. Il s'est juste tenu à côté de moi, sa voix plus silencieuse que les arbres. J'aurais dû te protéger. J'ai échoué. Mais si tu me laisses faire, je passerai le reste de ma vie à te montrer que tu n'es pas seul. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Nous sommes juste restés là ensemble dans l'endroit où tout s'était terminé et recommencé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé quelque chose que j'aurais aimé voir exister à l'époque. Un petit fond, juste assez pour faire une différence pour les filles qui sortent du système. Pas une aumône, quelque chose de réel, quelque chose de durable. Je l'ai appelé le fond de la lumière des neiges. La plaque était simple, en laiton monté sur le mur de pierre d'un refuge en centre-ville, pour celles qui ont été laissées derrière et ont choisi d'avancer quand même. Je l'ai visitée le jour où elle a été dévoilée, j'ai passé ma main sur les lettres comme si elles étaient écrites dans mes os. Je pouvais entendre des rires de l'intérieur, le genre qui résonnait du fond de la poitrine, pas poli ou prudent. Réel, vivant. Une petite fille en manteau violet est passée devant moi en courant, ses moufles battant l'air alors qu'elle poursuivait une boule de neige. Et juste comme ça, j'ai souri. Pas le genre de sourire que l'on porte pour que les autres se sentent à l'aise. Le genre qui vient d'un endroit durement gagné. Cette nuit-là, alors que j'étais assise près du feu, regardant la neige fondre sur le bord des fenêtres, j'ai pensé à toutes les cicatrices que les gens portent. Certaines bruyantes, certaines enfouies, et d'autres comme les miennes, silencieuses mais jamais oubliées. Parfois, les personnes qui étaient censées nous protéger deviennent celles dont nous avons besoin de guérir. Mais guérir n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de récupérer les parties de vous-même qu'ils ont essayé d'enterrer. Et si vous lisez ceci et que vous avez traversé quelque chose comme ça, si vous avez porté une blessure en silence et que, d'une manière ou d'une autre, vous avez continué à marcher, j'espère que vous savez que cela vous rend plus courageux que la plupart. Avez-vous déjà porté une cicatrice qui est devenue votre force? Dites-le moi dans les commentaires.